L'impasse financière menace notre souveraineté nationale pour la première fois depuis 35 ans. La Grèce est au plus mal. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre continuent toujours. Cette fois, c'est l'Union européenne qui est ébranlée par la crise financière. Des marchés inquiets de l'ampleur que prend la crise en Europe. Nous sommes désormais confrontés à une crise de confiance sans précédent. Nous assumons nos responsabilités pour garantir la stabilité de la zone euro. Les bourses sont en chute libre sur fond de crise grecque. L'Europe est-elle en train de se faire? Est-elle en train de se défaire? En tout cas, l'Europe, ces temps-ci, traverse une crise. Comment en sortir? C'est pour tenter d'y voir clair et de dégager une voie que nous avons demandé à quelques personnalités, toutes connues pour leurs compétences européennes, de venir en débattre devant vous. L'Union européenne est au bord du gouffre. La crise qui s'est abattue sur elle en 2008 avec la chute de la banque Lehman Brothers menace aujourd'hui l'existence même de la zone euro. Après avoir emporté les banques américaines, le tsunami financier des subprimes n'aura pas mis longtemps pour traverser l'Atlantique et frapper de plein fouet l'économie européenne. Au fil des mois, le marasme économique a laissé place au marasme politique. L'Europe s'enfonce dans d'interminables sommets de la dernière chance. Comment a-t-elle pu en arriver là? Comment a-t-elle pu devenir le maillon faible de l'économie mondiale? Tout avait pourtant si bien commencé. « 31 janvier 1998. La monnaie unique européenne est officiellement lancée. C'est une première mondiale. Cette union permet à l'Europe de faire jeu égal avec les États-Unis et l'Asie. Les marchés financiers sont euphoriques. L'euro, chacun l'a vu, nous rend des marges de manœuvre parce que c'est un instrument de maîtrise de la mondialisation, parce que faire l'euro, c'est refuser la soumission à des mouvements de marché qui sont parfois irrationnels, c'est affirmer la force de l'Europe face au reste du monde. La monnaie unique est l'aboutissement de 50 années de coopération économique. Les nouveaux objectifs sont ambitieux. Faire de la zone euro le premier pôle de compétitivité au monde. La confiance des investisseurs est totale. Impossible d'imaginer pouvoir revenir en arrière. L'euro est éternel. Aujourd'hui, on a un espace économique intégré et qui s'organise majoritairement autour d'une monnaie qui fait que c'est un marché qui attire, si on veut, aussi bien des investisseurs qui attire économiquement. L'Europe est devenue une grande puissance économique grâce à l'euro. L'euro, c'est sûr, sera en concurrence avec le dollar et pourrait bientôt réduire l'hégémonie du billet vert comme valeur refuge. Et les fonds de pension lorgnent de plus en plus vers le vieux continent, avec au classement de leur fric parade la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Les privatisations à tour de bras, les forts taux d'épargne et des marchés cotés en dessous de leur valeur et en plein boom en ont fait de véritables Eldorado boursiers. Les pays membres du club euro deviennent des privilégiés aux yeux des marchés financiers. Pourtant, les différences de niveau de vie entre les pays sont énormes. L'Espagne, la Grèce, le Portugal ou l'Irlande sont en retard. L'objectif de l'Union est de ramener à un même niveau toutes les économies de la zone euro. Les pays sont sortis des années 90 avec, du fait des chocs qu'il y avait eu de l'unification allemande notamment, qui a eu des effets sur toute l'Europe, avaient des taux d'intérêt, donc des conditions financières, si vous voulez, très hétéroclites. Le taux allemand était à 3% en 98, le taux espagnol était à 12%. Et donc, d'une certaine manière, à ce moment-là,
Ces pays voyaient leurs propres risques et étaient individualisés par les marchés. Arrive la zone européenne, arrive le club, tout le monde rentre dans le club sous influence, sous magistère de la Bundesbank, et tout le monde a les taux d'intérêt de la Bundesbank. Les marchés vont anticiper que, puisque l'Allemagne va livrer à l'Europe son inflation basse, tous les taux d'intérêt vont descendre au niveau du taux allemand. C'est un choc fantastique. Vous vous rendez compte ce que ça signifie pour un pays où le coût du capital, c'est-à-dire le coût de s'endetter pour faire n'importe quoi, pour faire une opération économique. Le coût du capital est 10-12% et tout d'un coup il descend à 3%. C'est un appel d'air incroyable. On pouvait emprunter grâce à l'euro avec des taux d'intérêt très bas, donc ça c'était le début de la folie, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas de difficulté à emprunter de l'argent, on empruntait un peu n'importe comment et on faisait des dettes un peu n'importe comment. Vous êtes grec, vous êtes espagnol, vous êtes italien. On vous dit, après votre histoire qui a été compliquée, chaotique, difficile, douloureuse, vous rentrez dans le club. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est très bien d'être dans le club, je vais essayer de rattraper le niveau moyen du club. Je suis espagnol, j'arrive dans la zone euro, j'ai un niveau de revenu qui est 30% au-dessous du niveau de vie moyen des Européens. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rattraper. Et comment je vais faire pour rattraper? Je vais investir, m'endetter, et je vais m'endetter d'autant plus facilement que mes taux d'intérêt qui étaient à 10 passent à 4. Et donc je vais aller 2 fois plus vite. C'est une bénédiction pour des pays à l'écart de la compétition économique internationale. Parmi eux, l'Irlande, qui fait le choix de baisser sa fiscalité pour les entreprises étrangères. Combinée à son entrée dans la zone euro, cette stratégie permet au pays d'attirer des milliards d'euros d'investissement. L'Irlande rattrape son retard et devient un exemple pour le reste de l'Europe. En ce moment, l'Irlande, c'est le paradis. Pour payer un minimum de taxes, il n'y a pas mieux, et il faut que cela dure le plus longtemps possible. Pour assurer son décollage économique, l'Irlande a misé sur les entreprises étrangères, avec notamment un impôt sur les sociétés minimum, 10%. Il est de 36 en France. En quelques années, le tigre celtique est devenu la coqueluche des multinationales. La réussite de l'Irlande va rapidement s'étendre à son industrie financière. Les banques irlandaises sont victimes de leur succès et attirent l'appétit des autres grandes banques européennes. Progressivement, la finance devient le secteur le plus puissant du pays. Les banques irlandaises s'enrichissent dans l'ombre du secteur immobilier. Les investissements à outrance sont largement entretenus par la société. Tout le monde veut profiter des considérables plus-values réalisées. En 2008, l'ensemble des prêts bancaires représente 2 fois le PIB irlandais. L'argent était disponible pour les banques irlandaises au marché international à des prix très réduits. Donc tout le monde veut acheter des choses. Il y avait des gens qui achetaient des deuxièmes maisons, des appartements en Bulgarie. J'ai des collègues qui sont un petit peu plus vieux que moi, qui avaient payé des taux d'intérêt sur leurs prêts bancaires pour acheter leur maison de 14%. Parce qu'à l'époque, c'était nécessaire pour l'économie irlandaise. Moi, j'ai jamais payé plus que 5%. J'ai acheté depuis l'arrivée de l'euro. Ils ont vécu dans un c'est même pas un mythe, dans une réalité de l'argent pas cher. L'argent n'était pas cher. Pour les pays de la périphérie, il n'était pas assez cher. La zone euro séduit. Libéralisation des marchés oblige, les investissements ne sont pas centralisés par les États mais librement répartis par les investisseurs avec l'aide des banques. Partout en Europe, les principaux bénéficiaires sont la finance et l'immobilier. En Espagne, les promoteurs construisent plus de logements que l'Italie, la France et l'Allemagne réunies. 50% du béton européen est alors coulé dans la péninsule ibérique.
Croissance, emploi, démographie, tous les voyants économiques sont au vert. Résultat, la pierre est plus que jamais l'investissement préféré des Espagnols. Autour de Madrid, Barcelone, Bilbao ou Pamplune, les immeubles poussent comme des champignons. Chaque année, 1 million de logements sont vendus. La demande est très forte, alors bien sûr, les prix explosent. Les capitaux sont bien rentrés, mais ils ont financé ce qui était le plus rentable. Et ce qui était le plus rentable, c'est là où l'appréciation des valeurs se faisait le plus fort, où les gains en capital étaient le plus élevés, c'est-à-dire l'appréciation des actifs immobiliers. Et donc, une fantastique bulle spéculative s'est développée en Espagne qui a duré plus de 10 ans. Cette expansion immobilière est aussi alimentée par les responsables politiques. En 1997, une nouvelle législation est mise en place par Eduardo Zaplana. Elle donne le contrôle des caisses d'épargne aux présidents de région. Ils sont libres de dépenser autant qu'ils le souhaitent pour attirer les touristes ou flatter leur électorat en lançant des projets immobiliers complètement démesurés. La décennie que vient de vivre la zone euro sur le plan économique est une réussite incontestable. Un secteur va particulièrement profiter de cette formidable expansion, la finance. Les banques européennes gagnent des parts de marché dans le monde entier. Mais en 2007, la crise des subprimes venue des États-Unis fait peser sur elles une lourde menace. Il y avait un certain nombre de banques européennes, il y avait un certain nombre d'investisseurs européens, il y avait même un certain nombre de collectivités territoriales européennes qui avaient investi en produits titrisés, en subprime ou en produits structurés américains, parce qu'ils considéraient que c'était un bon véhicule d'investissement, ou qui avaient pris des protections auprès de banques américaines. Et donc l'effondrement de tout ça a un impact immédiat en Europe. On le voit tout de suite sur, par exemple, une banque de collectivité locale allemande qui va connaître des difficultés. On va le voir sur des banques hypothécaires allemandes, on va le voir dans des collectivités locales norvégiennes, etc. Donc le premier canal de transmission, c'est le canal financier, puisque dans un monde globalisé, les produits financiers structurés développés par les banques américaines avaient été diffusés partout dans le monde. Et donc, toutes ces institutions vont constater des pertes immédiates. Les banques deviennent rapidement le maillon faible de l'Europe. Mais elles ne sont pas de simples victimes de la crise des subprimes. Le rôle joué par les banques européennes dans les dérives de la finance moderne est considérable. Et cela, dès les années 50. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni perd ses colonies les unes après les autres. Son prestige décline. Londres veut conserver son influence en faisant de sa place financière, la City, la tête de pont de l'économie européenne. En 1958, la Banque d'Angleterre prend une décision avec l'accord des grands banquiers britanniques. Londres doit devenir le lieu où circuleront tous les dollars qui se trouvent en dehors des États-Unis. Comme ces activités qui commencent à se développer, elles sont en dollars, les Anglais disent « c'est pas à nous de réguler ». Comme ça c'est en dollars mais que ça se passe à Londres, les Américains disent « c'est pas à nous de réguler ». Donc on ouvre à partir de la fin des années 50, début des années 60, un champ de la finance qui va être contrôlé par personne. Et ce champ de la finance contrôlé par personne ne va pas cesser de se développer au cours des années 70, 80 et exploser à partir des années 90. Cette décision est un profond bouleversement pour la finance européenne. À une époque où les marchés sont étroitement contrôlés par les régulateurs, Londres devient un îlot de liberté pour les capitaux étrangers. Les grandes banques américaines et européennes utilisent ce marché pour contourner les règles de l'époque jugées trop strictes. Des richesses considérables s'accumulent en Grande-Bretagne. Tour à tour, les autres pays européens cherchent à attirer les investisseurs étrangers,
en déréglementant leur marché sur le modèle anglais. En France, il faut attendre 1983. La crise accroît les déficits. Le franc est dévalué à plusieurs reprises. L'inflation permet de réduire la dette, mais l'économie française est à l'arrêt. Le gouvernement socialiste décide d'ouvrir les marchés pour relancer l'activité économique. Pour permettre à l'État de pouvoir se financer, alors qu'on ne voulait plus passer par le processus d'inflation qui dévaluait les dettes, il a fallu trouver des ressources à l'État, donc il a fallu que l'État développe les marchés financiers pour se faire financer par le reste du monde. La gauche multiplie les avantages fiscaux pour les épargnants qui investissent en bourse, les avantages matériels pour faciliter l'accès à la bourse avec les fonds communs de placement, le développement des SICAV et surtout, peut-être surtout, la gauche a réconcilié les Français avec l'entreprise, avec le profit, avec l'argent. En effet, ça allait dans la logique en question. L'Europe entre de plein pied dans l'économie de marché. En 1986, Margaret Thatcher veut faire de Londres le cœur de la finance mondiale. Ce qu'on a appelé le Big Bang de la place de Londres, c'est simplement l'idée que dans un monde de la finance globalisée et libéralisée, il y a toute une série de réglementations qui sont en fait limitatives pour le développement de la sphère financière, donc de la sphère du crédit, donc de l'économie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens qui libéralisent pensent que ce faisant, ils contribuent à une croissance plus forte. La déréglementation britannique, comme son nom l'indique, fait sauter la plupart de ces contraintes. Désormais, les banques pourront acheter ou vendre directement des titres en bourse sans être obligées de passer par des agents de change. La perspective alléchante de faire de gros bénéfices a fait courir les banques vers la City. Aujourd'hui, elles sont près de 600, dont 400 d'origine étrangère, la plus forte proportion dans le monde. Beaucoup d'entre elles, pour entrer en force sur le marché, ont purement et simplement acheté les anciennes compagnies d'agents de change ou, quand ce n'était pas possible, se sont arrachés leur personnel à coups de surenchères salariales parfois vertigineuses. Quant au risque de krach, tous les financiers de la City vous diront qu'ils sont très limités. On a fait beaucoup de progrès depuis 1929. Et même, la compétition est devenue tellement vive entre les pays pour attirer les capitaux que bientôt tout le monde sera obligé de faire pareil. La libéralisation des échanges et des capitaux devient la norme européenne. La construction de l'union économique est au service de l'émancipation des marchés financiers. Le 17 février 1986, la signature de l'acte unique renforce un peu plus l'intégration économique. C'est la naissance d'un grand marché sans frontières en Europe. Les capitaux sont libres d'être placés partout et de circuler sans aucun contrôle. Si on n'avait pas fait la libération des mouvements de capitaux, en son temps, il n'y aurait pas eu le grand marché, le marché unique, qui a été le facteur de relance de 1985-87. Il n'y aurait pas eu ce grand marché. Or, ce grand marché a eu un grand succès puisqu'il a permis à l'Europe de sortir d'une sorte de vague à l'âme économique pour créer 15 millions d'emplois en 7 ans. Avec le traité de Maastricht en 1992 et la monnaie unique en 1999, l'Europe affiche ses ambitions. Le vieux continent veut rivaliser avec les États-Unis. La construction européenne encourage les banques à s'unir. Il faut être plus gros pour être plus solide. Les années 90 sont marquées par une série sans précédent de fusions-acquisitions dans le secteur de la finance. Les banques régionales deviennent nationales, puis européennes. Les États-Unis se développaient avec leurs grands champions qui étaient des champions de marché. L'Europe se développait avec ses banques qui étaient des banques de réseau. En Europe, il y a eu un consensus autour de ces sujets-là également. Nous avons des grandes banques, tout va bien, donc laissons-les prospérer. Une banque symbolise cette course au gigantisme, la Caisse d'épargne. Dans les années 80, c'est un ensemble d'entités régionales. Elle collecte l'épargne des Français grâce au livret A. Les marchés financiers sont encore loin pour cet établissement vieux de 150 ans. Mais son directeur, Charles Millau,
a d'autres ambitions. 26 millions de clients, 1520 milliards de francs de dépôt, une véritable puissance financière et toujours la même image, celle de la sécurité. Nous ne souhaitons pas avoir une vocation qu'hexagonale, nous souhaitons tisser des alliances avec d'autres caisses d'épargne ou banques coopératives ou banques tout court. La Caisse des dépôts, établissements publics et les caisses d'épargne ont décidé de constituer une holding qui va abriter l'ensemble des structures financières que nous avions déjà ou que nous venons de créer et qui sont sur le marché concurrentiel. Au niveau européen, nous sommes dans les 20 premiers, mais bien évidemment, notre ambition, c'est d'aller au-delà. Main dans la main, la Caisse d'épargne et la Banque populaire pour créer ensemble un nouveau géant de la banque. C'est le projet Natixis, présenté officiellement ce matin. Le conseil de surveillance du groupe Caisse d'épargne s'est réuni ce dimanche 19 octobre sous ma présidence. Il a pris connaissance du rapport intermédiaire présenté par M. Jean-Christian Mess, inspecteur général du groupe Caisse d'épargne, sur les circonstances dans lesquelles la Caisse nationale des caisses d'épargne a subi une perte importante dans le cadre de sa gestion d'opérations pour compte propre. À la suite de cette présentation et après délibération, le Conseil a accepté la démission de messieurs Charles Millot, président du directoire, Nicolas Mérindol, directeur général, et Julien Carmona, membre du directoire en charge des finances. L'Europe a suivi la route tracée par les États-Unis, la déréglementation bancaire et boursière. Pendant une décennie, cette stratégie a été gagnante, mais en 2007, lorsque la crise éclate, les banques européennes sont aussitôt contaminées. Elles aussi ont massivement investi dans les produits financiers toxiques. Elles aussi ont pris des risques insensés pour gagner plus d'argent. Les États ont laissé les marchés prendre le contrôle de leurs économies. Ils sont aujourd'hui pieds et poings liés. La crise bancaire européenne marque le début d'une nouvelle catastrophe qui risque de tout emporter avec elle. Nous sommes désormais confrontés à une crise de confiance sans précédent qui menace de paralyser l'économie mondiale. Un conseil des ministres extraordinaire pour dévoiler le plan français au lendemain du sommet de l'Eurogroupe. L'État est prêt à garantir jusqu'à 320 milliards d'euros de dette de ses banques. Deuxième point, l'État va consacrer jusqu'à 40 milliards d'euros à la recapitalisation des banques françaises. L'Élysée a aussi répété que l'État ne laisserait aucune banque française faire faillite. Je crois que cette tsunami qui est venue de l'autre côté de l'Atlantique a eu comme effet que nos instances publiques, nos gouvernements ont dû investir beaucoup d'argent dans le sauvetage des banques, des assureurs, des fonds de pension, etc. Et donc on estime à 4 600 milliards d'euros le montant global de toutes les subventions et toutes les garanties qui ont été données par les États européens pour sauver leurs banques. Nationalisation, aide d'urgence des gouvernements. En un week-end, ce sont plus de 109 milliards d'euros qui ont été investis pour venir en aide aux banques européennes. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont nationalisé Fortis. Les trois États ont mis 11 milliards d'euros pour prendre le contrôle de l'établissement et éviter son dépôt de bilan. Au Royaume-Uni, pour la deuxième fois depuis le début de l'année, le gouvernement a dû nationaliser une banque. Pour sauver Bradford & Bigley de la faillite, l'État a pris à sa charge 63 milliards d'euros de prêts, principalement des prêts immobiliers. Autre puissance touchée, l'Allemagne. Là, c'est le spécialiste du crédit commercial qui s'est vu accorder un crédit de 35 milliards d'euros, garanti principalement par l'État. Le Danemark et l'Islande sont aussi intervenus pour sauver des banques. La France semble épargnée, mais aujourd'hui, c'est le groupe franco-belge Dexia qui se trouve dans la tourmente. Leader du financement des collectivités locales, il doit faire face aux pertes de sa filiale américaine. L'effet a été immédiat. L'effet a été une dégradation des finances publiques dans la plupart des États membres de la zone euro. Et la conséquence a été naturellement la crise autour de la dette qu'on connaît aujourd'hui. Les banques sont renflouées par les États. Mais les marchés financiers n'ont plus confiance. Ils craignent que ce ne soit pas suffisant. Les banques ont de plus en plus de difficultés pour trouver de l'argent et accorder des crédits à leurs clients. L'économie est à l'arrêt.
la crise financière va devenir une crise économique. Alors par quel mécanisme? C'est très simple, il y a toute une série de secteurs économiques qui dépendent beaucoup du crédit pour leur développement. Je vous donne 2 exemples, le logement et l'automobile. Il y a peu de gens qui achètent cash un logement et une automobile. Donc quand le marché financier se tend, quand le crédit devient plus difficile, quand les banques font du désendettement elles-mêmes, eh bien l'accès au crédit devient beaucoup plus difficile et donc les activités liées au crédit s'effondrent. Et par contagion, c'est l'ensemble de l'économie qui souffre. Et ça vous donne la crise économique de 2009, lorsqu'on assiste à un effondrement du commerce international et qu'on assiste à la propagation de la crise américaine vers l'Europe. En 2009, le monde entre en récession pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États européens ont déjà payé très cher pour sauver leurs banques. Ils sont à bout de souffle. L'activité économique est à l'arrêt, les déficits se creusent et atteignent un niveau inquiétant. Les marchés financiers commencent à déceler des signes de fragilité chez certains membres de la zone euro. Ils vont en profiter. À la fin 2009, c'est une autre histoire qui commence. C'est la crise des dettes souveraines européennes. Cette fois, c'est l'Union européenne qui est ébranlée par la crise financière. Un sommet des chefs d'État et de gouvernement vient de s'ouvrir à Bruxelles et tous les regards sont tournés vers la Grèce. Vous vous souvenez ce qui arrive en octobre 2009, un nouveau gouvernement arrive en Grèce, c'est le gouvernement Papandréou. Et le gouvernement Papandréou annonce à la face du monde que le déficit de finances publiques grec ne sera pas de 6% du PIB comme ça avait été annoncé, mais de 10, 11, 12%. Le pays croule sous une dette colossale de 300 milliards d'euros, la plus importante de son histoire. Une situation très grave qui affole les marchés financiers et inquiète les pays européens. Sous la pression de Bruxelles, la Grèce veut rassurer et promet d'assainir son économie. Jusque-là, la révolte est sous contrôle, mais dans les rues d'Athènes, la colère gronde. Depuis ce week-end, les manifestations se multiplient avec un dénominateur commun, le malaise social. La Grèce est au plus mal. La crise financière est passée par là, rétrogradée par les agences de notation car endettée à hauteur de 300 milliards d'euros, plus de 120% du PIB, la Grèce n'inspire plus confiance. Les marchés financiers voient rouge, les rumeurs de faillite de la Grèce persistent, le nouveau gouvernement en place a du mal à sauver les apparences. L'impasse financière menace notre souveraineté nationale pour la première fois depuis 35 ans. Mais nous allons tout faire pour sortir le pays de la crise. Ce n'était pas une attaque, c'était la conséquence du fait que les agences de notation étaient critiquées parce qu'ils étaient trop mous et trop souples dans le passé. Donc on a critiqué les agences de notation en disant « mais comment c'est possible que vous avez donné une notation AAA à des produits financiers mauvaises comme ceux qui ont causé la crise financière. » Et puis les agences de notation ont réagi, ont dit « ah, on va être beaucoup plus dur, beaucoup moins souple ». Et une des premières victimes de cette nouvelle politique des agences de notation a été la Grèce, qui a été dégradée très vite à BBB+. Cette dégradation survient alors que la Banque centrale européenne annonce qu'elle ne prêtera pas d'argent aux États notés en dessous de A. Traduction, la Grèce n'est plus protégée par la BCE. La faille est mince, mais suffisante pour s'y engouffrer. Les spéculateurs sautent sur l'occasion. À partir du moment où certains pays peuvent faire défaut sur la dette, notamment la Grèce, dont on découvre à ce moment-là qu'elle était mal gérée, que sa dette a échappé à tout contrôle, que ses déficits avaient cru considérablement, à ce moment-là, les opérateurs financiers, les investisseurs se disent « mais après tout, peut-être qu'il y a des risques spécifiques aux pays membres de la zone euro et qui est lié à leur endettement ». Les marchés financiers sont d'autant plus inquiets que la Grèce révèle avoir maquillé ses comptes publics pour entrer dans la zone euro avec l'aide d'une grande banque d'affaires américaine, Goldman Sachs. Quel a été le rôle des grandes banques internationales dans les difficultés que connaît actuellement la Grèce? La Goldman Sachs notamment, qui a accordé à la Grèce des prêts, mais en empochant d'importantes commissions au passage, qui ont encore plus plombé les comptes du pays. Il semblerait que pour entrer dans la zone euro, les autorités grecques aient masqué l'ampleur de leur déficit par des montages financiers. À l'époque, ils étaient légaux. Aujourd'hui, ils seraient à l'origine de cette crise sans précédent.
Nous essayons d'avoir les réponses à plusieurs questions concernant les arrangements passés par Goldman Sachs et la Grèce. Il est évident qu'utiliser des montages financiers de cette manière-là a intentionnellement déstabilisé un pays et nous allons vérifier ça de près. L'Union européenne n'a pas été assez vigilante parce que nous n'avons pas surveillé les comptes. Le FMI avait dit plusieurs fois qu'il y avait des interrogations. Eurostat avait dit plusieurs fois qu'il y avait des interrogations. Et chaque fois, on leur a dit « passez, il n'y a rien à voir ». L'Allemagne, à un moment donné, s'était opposée à ce qu'il y ait des vérifications sur pièce et sur place des systèmes européens en disant « chez chaque pays qui est responsable de la qualité de ses comptes ». On voit bien ce qui se passe. On voit bien quand le jour où la Grèce dit « je suis désolé, je n'ai pas 3% de déficit budgétaire, j'ai 13% de déficit budgétaire ». À ce moment-là, tout le monde se rend compte que la situation devient intenable. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que tout le monde le savait, mais tant qu'on pouvait vendre des armes aux Grecs, tout allait bien. Tant qu'on arrivait à graisser la patte au gouvernement grec pour vendre des hélicoptères français ou des sous-marins allemands, on s'en foutait de la réalité de la Grèce. Donc il y a une responsabilité des Grecs, mais il y a une responsabilité de tous les pays. Et que quand, au début de la crise grecque, on dit aux Grecs, on va vous aider, mais à une condition, c'est que vous garantissiez que tous les contrats d'armement restent, on est vraiment, c'est l'hypocrisie totale. Le deuxième moment décisif, c'est le moment où la France et en fait l'Allemagne n'ont pas appliqué les règles du pacte de stabilité dans les années 2003-2005 et où les instances européennes n'ont pas sanctionné ni la France ni l'Allemagne. C'était en fait le signal pour tous les autres, des petites économies comme par exemple le Portugal ou la Grèce, de ne pas appliquer les règles non plus. Les banques vont jouer un rôle dans l'endettement de la Grèce, mais aussi de l'Espagne, du Portugal ou de l'Irlande. La liberté de circulation des capitaux permet aux établissements bancaires de prêter de l'argent sans limite. Ce sont ces prêts qui alimentent les bulles de crédit, notamment immobilières. Les excès de consommation et d'investissement de ces pays sont une source de profit considérable. Il est certainement vrai que les banques allemandes, pour prendre l'Allemagne comme exemple, ont profité de la volonté grecque, par exemple, de s'endetter. C'est vrai, les banques allemandes ont exporté du capital vers le sud dans une période dans laquelle elles ont eu la chance de réaliser un rendement plus élevé en Grèce qu'en Allemagne. En 2010, la Grèce n'est plus un cas isolé. L'Irlande, le modèle de réussite de la zone euro, forte de son secteur financier en pleine croissance, est touchée de plein fouet par la crise économique. L'Irlande aura dépensé 80 milliards d'euros pour sauver ses banques. Sa dette passe de 20 à 90% du PIB. Le pays doit demander l'aide du FMI. Après la Grèce, l'Irlande est donc officiellement le deuxième pays contraint d'accepter la main tendue de l'Europe et du FMI pour échapper au naufrage. L'accord a été finalisé la nuit dernière. L'aide sera de 80 à 90 milliards d'euros. Un sauvetage vécu sur place comme une humiliation. Honte au gouvernement, démission du Premier ministre. Ce plan, synonyme d'austérité, les Irlandais n'en veulent pas. Cet après-midi, c'est la colère qui l'a emporté. Signe de la tension ambiante, des responsables politiques nationalistes se sont mêlés aux manifestants et ont pénétré à l'intérieur de l'enceinte qui donne accès au bâtiment du Premier ministre. En 2011, c'est au tour du Portugal et de l'Espagne d'appeler au secours de l'Union européenne. La bulle immobilière espagnole vient d'éclater. L'État doit trouver 100 milliards d'euros pour recapitaliser ses banques. Sur les marchés, les investisseurs ne veulent plus lui prêter d'argent. Les taux d'intérêt explosent. Il y a ceux qui viennent d'arriver et ceux qui ne savent plus comment partir. En plein boom immobilier, de nombreux propriétaires ont acheté à Cesenia pour investir et non y habiter. Mais avec le retournement du marché, impossible de revendre. Depuis une dizaine d'années, l'urbanisme est à la merci des promoteurs.
Les citoyens n'ont pas eu voix au chapitre, les politiques ont laissé faire pour faire entrer de l'argent dans les caisses via les ventes de terrain et les permis de construire. Les excès du crédit fait aux particuliers, les bulles immobilières qui se sont développées font que le secteur bancaire lui-même est fragilisé. Et il y a un lien entre la fragilité des États et la fragilité du secteur bancaire, parce que l'un est censé aider l'autre et en aidant l'autre, il s'affaiblit lui-même. On est dans un système où les États, dans une très large mesure, sont financés par des banques et les banques dépendent des États pour les sauver quand elles auront fait faillite du fait qu'elles détiennent une dette d'État qui perd de sa valeur. C'est une boucle. Dans le domaine des ordinateurs, on appelle ça une référence circulaire. Une référence circulaire, ça ne peut pas marcher. Je vous donne de l'argent pour que vous m'en donniez le jour où j'aurai plus d'argent parce que je vous ai donné de l'argent. Ça ne marche pas, ça. Tout le système de financement des États aujourd'hui en Europe repose là-dessus. Ça ne peut pas marcher. Donc, tant qu'on n'aura pas pris, ce n'est pas le seul problème, mais en tout cas, tant qu'on n'aura pas pris ce problème à la racine, le problème de la dette souveraine actuelle ne sera pas résolu. Au fil des mois, l'Europe s'enfonce dans la crise. Les taux d'intérêt sur les dettes souveraines ne cessent d'augmenter. Les marges de manœuvre des pays européens se réduisent. Ce cercle vicieux met tour à tour les États au pied du mur. On en revient au début des années 80, au moment où on a fait le choix aux États-Unis et dans le reste des pays du monde de permettre aux non-résidents, c'est-à-dire aux investisseurs étrangers, les marchés, c'est des compagnies d'assurance, c'est des fonds de pension qui viennent acheter les titres de la dette publique des grands pays. À partir du moment où dans les années 80, on laisse les non-résidents, c'est-à-dire les étrangers, venir acheter les titres de la dette publique, on se met sous le joug de leur bonne ou de leur mauvaise humeur. Si c'est la bonne humeur, ils viennent nous financer. Le jour où ils sont de mauvaise humeur, où ils n'ont plus confiance, ils retirent l'argent. Et donc à ce moment-là, on se retrouve le bec dans l'eau, puisqu'il y a moins de gens qui veulent acheter les titres de dette publique. On est obligé de faire monter les taux d'intérêt pour les attirer. Et donc ça coûte de plus en plus cher. Si vous êtes dans un univers où la dette devient un produit de marché, la dette de l'État devient un produit de marché, alors en effet, c'est ça l'énorme erreur. À partir du moment où vous en faites un produit de marché, vous la mettez au même niveau que les dettes privées, avec les mêmes procédures d'évaluation, etc. Et en effet, il se passe ce qu'on a vu, c'est-à-dire que les États sont à la remorque des marchés financiers. C'est pas les banques et c'est pas les institutions financières qui prêtent de l'argent aux États. Ce sont les investisseurs qui prêtent de l'argent aujourd'hui aux pays quand ils émettent des OAT ou des bons du Trésor. Ce n'est pas la BNP ou la Société Générale, ce sont les investisseurs russes, chinois, arabes. Et si les Grecs, les Portugais et les Espagnols n'arrivent plus à se financer aujourd'hui, c'est parce que les investisseurs n'ont plus confiance dans ces pays et dans la capacité de la zone euro à régler ses propres problèmes. Donc on ne peut pas dire que les marchés financiers sont devenus puissants. Ce qu'il faut dire, c'est simplement une chose très bête, c'est quand vous êtes très endetté, vous dépendez de votre créancier. Depuis 2009, l'Europe est aussi victime des spéculateurs qui parient sur l'explosion de la zone euro. Ils utilisent un outil financier appelé le crédit default swap. Lorsqu'un investisseur prête de l'argent à un État, il peut s'assurer contre le défaut de paiement de cet État en achetant une assurance, un crédit default swap ou CDS. Le prix de cette assurance dépend directement du risque de non-paiement de la dette. Lorsque les agences de notation dégradent la note d'un pays, les intérêts des prêts augmentent et avec eux les prix des assurances. Avec l'aggravation de la crise, les rendements des CDS sont devenus si importants qu'ils ont attiré les spéculateurs. Les CDS sont alors devenus une industrie déconnectée de la réalité du marché. Les prix y sont dopés artificiellement. Or, les CDS sont un indicateur de confiance des marchés. Plus leur prix augmente, plus les opérateurs estiment que le pays est proche de la faillite. Ceci entraîne une dégradation de la note du pays et une augmentation du prix des CDS. Le cercle vicieux est enclenché. Une première fois dans l'histoire, les États sont directement attaqués par un certain nombre de personnes qui peuvent manipuler le marché, ce qui va bien au-delà de la simple spéculation et encore au-delà du jeu normal du marché. Même si vous êtes persuadé demain que l'Italie va rembourser, si vous croyez aussi qu'il y a des gros acteurs qui vont parier sur l'échec de l'Italie, pour gagner de l'argent, il faut parier aussi sur l'échec de l'Italie. Même si vous êtes persuadé intrinsèquement que l'Italie peut rembourser, la seule stratégie pour gagner de l'argent quand les autres vendent, c'est de vendre aussi avec eux. Et donc on est là dans un fonctionnement
très particulier psychologique des marchés financiers qui font que quand un petit événement commence, quand les marchés vont dans un sens, et bien très rapidement tout est magnifié, la baisse devient grosse baisse et la hausse devient grosse hausse, et c'est ça dont les États sont aujourd'hui victimes. Au début de l'année 2012, la crise s'intensifie. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et l'Italie subissent la loi des marchés. De leur côté, l'Union européenne et le FMI imposent des mesures d'austérité. Coupes budgétaires dans la santé, l'éducation, réduction des indemnités de chômage et de vieillesse. Les classes populaires et les classes moyennes subissent de plein fouet les conséquences de la rigueur. Pendant ce temps, les très riches se mettent à l'abri. La crise européenne a mis un projecteur sur des acteurs connus de longue date, mais qui jusqu'alors profitaient de l'indifférence de tous, les paradis fiscaux. Où sont les déclarations de la Commission, où est la pression de la Commission pour aider la Grèce à essayer de récupérer les 100 à 200 milliards d'euros qui sont en Suisse, selon les estimations du gouvernement grec? Je sais que ce n'est pas forcément la priorité de la Grèce. La Grèce est la première responsable de cette incapacité à lever réellement l'impôt. Mais où sont vraiment les actes de la Commission pour faire pression sur la Suisse pour que l'argent puisse être taxé et revienne ensuite en Grèce? Les responsables européens ne sont pas capables de s'entendre lorsqu'il est question de fiscalité. Et pour cause. L'Europe est la partie du monde qui concentre le plus grand nombre de centres offshore. Sur les 17 pays que compte la zone euro, 7 sont considérés comme des paradis fiscaux. Le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, Malte, Chypre, l'Autriche. Une liste à laquelle on peut ajouter les autres pays non membres de la zone euro, où le secret bancaire et l'opacité financière sont férocement protégés. Le Liechtenstein, Monaco, Andorre, l'île de Man, Guernesey, Jersey, l'Angleterre et bien entendu la Suisse. Le rôle des paradis fiscaux, mais comme paradis réglementaire, c'est-à-dire comme lieu où on peut prendre des risques de manière opaque, a été complètement sous-estimé au cours de cette crise. Alors, faut pas dire que les paradis fiscaux ont causé cette crise, mais ils ont été l'un des éléments facilitateurs de cette crise. Prenez par exemple la banque britannique Northern Rock. C'est la première banque qui, dès l'automne 2007, commence à avoir des difficultés. Vous regardez les comptes de Northern Rock à Londres, vous voyez rien. Il faut aller dans les comptes de Granite, Granite, qui est la filiale de Northern Rock qui est enregistrée à Jersey comme association caritative, pour s'apercevoir que cette banque fait beaucoup de prêts à moyen long terme, mais qu'elle se refinance de plus en plus à très très court terme et qu'elle a fait exploser son endettement à court terme. Et son endettement à court terme, vous ne le voyez pas dans les comptes à Londres, il est caché dans la filiale Granite qui est établie à Jersey. Vous prenez les scandales Madoff, Allen Stanford, qui est une sorte de petit Madoff aux États-Unis. À chaque fois, vous trouvez la Suisse, le Luxembourg, les îles Vierges britanniques qui sont extrêmement présentes comme rabatteurs, comme lieu où il y a des investisseurs qui vont rabattre l'argent vers Madoff. D'après une étude de l'économiste français Patrick Artus, les 3 premiers gros investisseurs qui détiennent la dette publique, qui achètent la dette publique française, se situent au Royaume-Uni, au Luxembourg et aux îles Caïmans. Et donc, c'est sûrement vrai aussi pour les autres pays européens, ce qui fait que les investisseurs situés dans ces paradis fiscaux sont aussi sûrement présents dans les crises spéculatives autour de la dette publique en Europe. Outre l'opacité financière, la fiscalité de ces pays est particulièrement arrangeante pour les multinationales ou les riches contribuables qui voudraient payer beaucoup moins d'impôts, voire pas du tout. En période de crise, ce sont des milliards d'euros qui fuient les pays en difficulté et des dizaines de milliards de recettes fiscales en moins. Avant même la fameuse échéance de 1992, la circulation des capitaux devrait être totalement libre en Europe. Cela veut dire que les Français, par exemple, pourront en toute légalité faire gérer leur portefeuille au Luxembourg en exonération totale d'imposition. C'est ce que cherche bien sûr à éviter Jacques Delors, le président de la Commission de Bruxelles, qui propose la suppression des paradis fiscaux européens, Luxembourg notamment, et l'île anglo-normande de Jersey. Les paradis fiscaux résisteront à la pression de la Commission européenne. En 1992, le Luxembourg et le Royaume-Uni obtiendront du couple franco-allemand un ajournement de la question de l'harmonisation fiscale.
En 1999, le sujet est une nouvelle fois abordé, puis rejeté. Aujourd'hui encore, l'Europe n'est pas prête à s'accorder. La Suisse négocie séparément avec chaque État européen le maintien de son secret bancaire, divisé pour mieux durer. Le manque de coopération politique au sein de la zone euro est total. Les responsables politiques européens sont les grands absents de cette crise. À mesure que la situation se détériore, leurs marges de manœuvre sont de plus en plus limitées. Ils sont incapables de parler d'une même voix. Deux grands points de vue s'opposent. D'un côté, les pays du Sud et la France, ils veulent mettre en commun les dettes des pays européens et donner à la Banque centrale européenne le pouvoir de créer de l'argent. De l'autre, les pays du Nord, l'Allemagne en tête, favorables à l'austérité pour réduire les déficits publics. Cette divergence n'est pas le fruit du hasard. Pour l'Allemagne, cette rigueur économique est le résultat de son histoire. Au cours des années 20, l'Allemagne traverse la pire crise de son histoire. L'hyperinflation détruit son économie et conduit à la montée du nazisme dans les années 30. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus question de reproduire les mêmes erreurs. La rigueur et la stabilité deviennent les caractéristiques de l'économie allemande. L'Allemagne a eu des crises majeures, des crises énormes, la guerre, l'Holocauste. Et par rapport à ça, il y a eu, je pense, un examen de conscience en Allemagne. En même temps, la philosophie politique allemande, c'est l'ordolibéralisme, toujours. C'est-à-dire libéralisme et ordre, règle. Tout au long de la construction européenne, l'Allemagne a tenté d'imposer sa politique économique et monétaire. Elle y parviendra notamment avec les règles de stabilité du traité de Maastricht. Pourquoi est-ce que vous leur avez pas tapé sur les doigts pour dire ça va pas, on peut pas continuer comme ça à la fois aux Italiens et aux Anglais? Nous ne sommes pas encore dans l'union économique et monétaire qui figure dans le nouveau traité sur lequel les Français ont à se prononcer dimanche. Dans le nouveau traité, le Conseil des ministres pourra publiquement délivrer un carton jaune à l'avance à un pays qui fait des bêtises. En réalité, la Commission européenne ne sanctionnera pas les pays qui ne respectent pas le pacte de stabilité, la France et l'Allemagne en tête. Les critères de Maastricht ont un autre défaut. Ils ne s'intéressent qu'à la dette publique des États et non aux dettes privées des entreprises. Or, ce sont les dettes privées qui vont exploser dans l'ensemble de la zone euro, à l'image de l'Espagne et de l'Irlande. C'était des indicateurs insuffisants. Et c'est vrai qu'on n'a pas, parce qu'avec la financiarisation, on en revient au début, on n'a pas compris l'évolution de nos économies. Maastricht, en fait, au moment où ça a été décidé, n'avait pas encore cette économie financière en tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut une autre régulation et une autre gouvernance économique, parce que, en fait, l'économie a évolué. Ces 20 dernières années, comme les États-Unis, l'Europe cède à la facilité de l'endettement pour dynamiser son activité économique. Mais aujourd'hui, les marchés font moins confiance à l'Europe qu'aux États-Unis. Et quelle est la différence entre l'Europe, les États-Unis et le Japon? Au Japon, on a un État central, très convaincant, puissant, et personne ne doute de sa capacité pour payer les dettes. La même chose aux États-Unis. Là, on a un État fédéral qui représente 23% du produit intérieur brut américain. Et chez nous, en Europe, on a encore une toute petite Union européenne qui a 1% de moyens et en fait, dont le poids, dont le pouvoir est encore divisé et dispersé auprès de 17 gouvernements, 17 marchés obligataires, 17 ministres des Finances, etc. L'Europe politique est victime de sa construction économique. Les statuts de la Banque centrale européenne lui interdisent d'intervenir pour aider les États en difficulté, comme le fait régulièrement la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre. Cette règle très contraignante a été imposée par l'Allemagne, qui ne voulait pas permettre aux pays européens les moins rigoureux de s'endetter. Mais en pleine crise, cette incapacité d'action de la BCE est ressentie comme une grande faiblesse par les marchés financiers. Si vous êtes considéré comme stable et fort, vous ne serez pas attaqué. Si vous avez une banque centrale qui, en toute hypothèse, vous suivra ou vous escortera, vous ne serez pas attaqué. Et la Banque centrale européenne ne fonctionne pas
à l'instar de la Banque centrale américaine. Et les investisseurs internationaux le savent. Dans cette situation-là, ils regardent s'il n'y a pas dans le processus des points faibles, des maillons faibles, et à ce moment-là, ils attaquent. On a à l'heure actuelle tous les dispositifs voulus en termes techniques pour faire en sorte qu'il y ait une coordination suffisante des politiques économiques et s'assurer que la politique que conduira la Belgique ne sera pas incompatible avec la politique que conduira la France et que chacun, tout en gardant la totale autonomie sur ses décisions budgétaires, quand même tout le monde ira dans le même sens. En donnant la liberté à chaque pays d'agir différemment en fonction de ses propres intérêts, la Commission européenne a commis une faute. Les écarts entre les pays ne vont cesser de se creuser. L'hypothèse des dirigeants européens, c'était qu'avec un marché unique et avec une monnaie unique, les économies européennes allaient converger les unes vers les autres, qu'en gros elles allaient progressivement se déspécialiser. Et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et ça, les économistes auraient pu l'expliquer aux hommes politiques si les hommes politiques avaient voulu les écouter. En fait, quand vous faites une union monétaire et un marché unique, vous n'avez pas une convergence des économies. Au contraire, vous avez une divergence des économies parce que vous avez une surspécialisation. Les pays industriels deviennent de plus en plus industriels et les pays de services deviennent de plus en plus des pays de services. Il n'y avait pas de coordination des politiques économiques. Il n'y a eu personne pour discuter de cet optimisme béat qui a pris l'Espagne et qui lui a fait faire en sorte la même chose que les États-Unis en matière immobilière. Je trouve aberrant, par exemple, que le gouverneur de la Banque d'Espagne, qui est membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, n'ait jamais indiqué ses inquiétudes, s'il en avait, sur l'évolution du marché immobilier et des banques espagnoles. On savait que ça aurait lieu en Espagne. On voyait bien que les prix étaient insupportables. On voyait bien que ça aurait lieu, mais on disait demain, mañana. Mais le banquier central espagnol s'est trompé ou a été poussé. Ou n'a pas été suffisamment puissant pour résister aux pressions. Quand vous êtes un banquier central, vous devez être indépendant, c'est-à-dire vous devez être courageux. Il n'y a aucun régulateur au niveau national qui a averti qui que ce soit qu'il y aurait des problèmes avec les banques. Donc on peut quand même dire, on peut quand même conclure que la supervision, la régulation au niveau national n'a pas fonctionné. Le problème, c'est comment vous organisez ce marché unique. On a cru que la dimension politique, la dimension sociale allait suivre mécaniquement. Et ça s'est avéré une erreur. Il y a un enchaînement de faits. Si l'on prend par exemple la construction européenne, il est vrai que le mouvement de libération des échanges a aidé à la construction européenne. Puis à un moment, il l'a plutôt desservi. Donc tout ça est tout à fait complexe. Chacun a mené ses batailles. Moi, j'en ai mené, j'en ai perdu. Et tout le monde est ainsi. Je ne m'attends pas à une marche vers le soleil. Je m'attends simplement à ce qu'on sauve l'Europe et qu'on sauve en même temps les intérêts de tous les Européens et de la France. Je n'attends pas de miracle, quoi. Le problème, c'est que pour réaliser cette union économique et fiscale dont on a besoin, il faut transférer du pouvoir, de la souveraineté des États-nations vers le niveau européen. Et c'est ça qui pose problème. Donc le problème, c'est un problème politique. Il n'y a pas un État fédéral, une autorité fédérale derrière la monnaie unique. C'est par la construction d'une autorité politique que nous vaincrons les difficultés techniques. En ce sens qu'il n'y aura d'irréversibilité en Europe que si est constituée une autorité politique. C'est l'autorité politique qui fera en sorte que les Européens des différentes nations intéressées aient la sensation qu'ils font partie d'un même tout et qu'ils ont un destin commun définitif. L'Europe s'est construite sur une succession de crises. Seconde Guerre mondiale, choc pétrolier, chute du mur de Berlin. C'est dans la difficulté que la communauté européenne s'est constituée et a évolué. Pour certains, cette crise n'est qu'une occasion supplémentaire de franchir un nouveau cap.
Alors qu'ils sont dos au mur, mais face à leurs responsabilités, les décideurs politiques doivent agir pour sauver le projet européen.